Je n'aurais jamais imaginé que le cadeau reçu pour mes 68 ans me coûterait presque la vie et révélerait la trahison la plus profonde qu'une mère puisse affronter. La bouteille d'Armagnac que ma fille m'a envoyée, après 3 ans de silence, contenait un poison mortel méticuleusement préparé pour arrêter mon cœur. Mais le destin en avait décidé autrement lorsque j'ai choisi d'offrir cette bouteille à mon gendre, sans savoir que cela déclencherait une persécution silencieuse qui transformerait notre petite commune de Bourgogne en champ de bataille. Mais avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Nous adorons savoir jusqu'où voyagent nos histoires. Le colis est arrivé un matin d'octobre, enveloppé dans du papier Kraft, avec seulement 2 mots écrits sur la carte « Joyeux anniversaire ». Sans signature, sans nom d'expéditeur, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture de Juliette, la fille que j'ai élevée pendant 20 ans et que je n'avais pas vue depuis 3 ans. J'ai posé la boîte sur la table de la cuisine, où la lumière matinale filtrait à travers les persiennes, créant des bandes dorées qui dansaient dans la pièce. En ouvrant le paquet, j'ai trouvé une bouteille d'Armagnac millésimée, de celle si belle qu'on la garderait comme objet de décoration. Le liquide ambré captait la lumière, comme s'il contenait du feu. L'étiquette vert foncé aux lettres dorées indiquait le genre de design qui coûte plus cher que le contenu lui-même. J'ai passé mon pouce sur le seau de cire du bouchon, sentant sa texture sous les sillons de ma peau. Il fut un temps où l'Armagnac était ma compagnie préférée en fin de journée, non pas de manière négligente, mais lente et délibérée. Un seul verre après une journée à réparer des clôtures ou à nettoyer les gouttières. Quand Hélène vivait encore, elle nous servait un verre après le dîner. Le dimanche, nous nous asseyions sur la terrasse et laissions le chant des grillons emplir le silence. C'était avant qu'une crise cardiaque ne me prive de cette option. 3 ans sans boire une goutte, et Juliette le savait. Elle était là, à l'hôpital de Beaune. Quand le médecin m'a tout expliqué, la longue liste de choses que je ne pouvais plus consommer si je voulais atteindre mes 70 ans. Elle n'a pas dit grand-chose à ce moment-là, se contentant de fixer son téléphone, ses pouces glissant sur l'écran. Je m'étais convaincu qu'elle essayait juste de se distraire. Aujourd'hui, je n'en suis plus si sûr. Nous n'avons pas eu de dispute de film, de celle où quelqu'un claque la porte en partant. Ce fut plus subtil. Elle a simplement cessé de venir au dîner du dimanche. Puis elle n'est pas venue pour la Toussaint. Au 2e Noël sans elle, j'ai réalisé que nous ne nous parlions plus du tout. Le silence a une façon de devenir une habitude. Revoir son écriture après si longtemps m'a serré la poitrine. Ce n'était ni de la joie, ni même du soulagement, juste un poids que je ne pouvais nommer. La carte blanche est simple avec seulement « Joyeux anniversaire » à l'encre bleue, sans « Maman », sans signature. Juste ces 2 mots solitaires, comme s'ils avaient peur d'en dire plus. J'ai décidé de ne pas ouvrir la bouteille. Je n'y ai même pas pensé. Je l'ai fait glisser de l'autre côté de la table et suis retourné à mon café, qui était déjà froid. L'horloge au-dessus de la cuisinière égrenait un tic-tac constant, rendant la maison encore plus vide. Je me suis souvenu de Luc, mon gendre. Luc est le genre d'homme qui n'arrive jamais les mains vides ou sans outils dans le coffre de sa camionnette. Il y a 2 étés, après un orage qui avait emporté la moitié des tuiles de mon toit, il était déjà sur une échelle à 8 heures du matin, marteau à la main, avant même que j'aie bu ma première gorgée de café. C'est le genre de personne qui n'attend pas une invitation pour aider. Si quelqu'un méritait quelque chose de bon, c'était bien lui. Comme je ne pouvais pas boire l'Armagnac, l'idée qu'il prenne la poussière sur mon étagère me semblait incorrecte. Luc l'ouvrirait, le partagerait avec des amis, aurait une histoire à raconter. Cela semblait mieux que de le voir s'évanouir derrière une vitre. Cet après-midi-là, la bouteille était calée sur le siège passager de ma vieille Renault. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, être par habitude, mais l'idée qu'elle puisse tomber pendant le trajet me dérangeait. Le soleil déclinait vers l'ouest, peignant tout de cette lumière ambrée que nous n'avons qu'à la fin d'octobre. Les champs le long de la route commençaient à brunir, le colza fraîchement coupé. L'air sentait légèrement la fumée d'un feu de bois lointain. La maison de Luc se trouve sur une petite colline à la sortie du village. Une bâtisse blanche avec une terrasse qui semble sortie d'une carte postale. J'ai garé la voiture, le gravier crissant sous les pneus, et j'ai coupé le moteur. Il a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper, vêtu d'une chemise à carreaux rouges et d'un jean délavé, de la sciure encore collée à ses bottes. « Martine, qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé, regardant directement la bouteille dans mes mains. « De la part de Juliette », ai-je répondu en la lui tendant. Ses sourcils se sont haussés de surprise. « Juliette t'a envoyé ça ?»« Oui, j'ai pensé que tu l'apprécierais plus que moi. »
Avenue. Il a pris la bouteille avec soin, la retournant pour lire l'étiquette. C'est quelque chose de spécial, Martine. C'est le genre de bouteille qu'on garde pour une occasion spéciale, lui ai-je dit. Alors, fais de ce soir une soirée spéciale. Il a souri. Je crois que je vais faire ça. Merci. C'était agréable de la lui donner, de voir qu'elle irait à un endroit où elle serait appréciée. Je suis retourné à ma voiture, la lumière du crépuscule se reflétant sur le tableau de bord. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de penser à la bouteille, non pas avec nostalgie, mais avec curiosité. Juliette ne dépensait jamais ce genre d'argent sans raison. La plupart du temps, quand elle était plus jeune, elle m'empruntait de l'argent pour l'essence et oubliait de me rembourser. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi un cadeau qu'elle savait que je n'utiliserais pas? La pensée est restée à l'arrière de mon esprit alors que j'entrais dans le garage. Je l'ai chassée. Tout n'a pas besoin d'une raison, me suis-je dit. Mais je n'y croyais pas. Ce soir-là, j'ai préparé un bœuf bourguignon et la maison s'est remplie de l'odeur des oignons et des carottes. Le genre de plat qui est meilleur partagé, même si je l'ai mangé seul. L'horloge murale approchait de 21 heures. Je lavais la dernière assiette quand le téléphone a sonné, le fixe. Presque personne n'appelle plus sur ce numéro. « Allô, maman ?» La voix de Juliette était douce et désinvolte, comme si le temps n'avait pas passé. Je me suis appuyé sur le comptoir, surprise. « Juliette. Joyeux anniversaire, a-t-elle dit, avec un retard trop important pour paraître naturel. Tu as reçu mon cadeau? Je l'ai reçu. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est une belle bouteille. 2. Wise one of the common, in the ported. Tu l'as déjà goûté? Son ton a changé, juste un peu, plus acéré sur les bords. Non, je l'ai donné à Luc. J'ai pensé qu'il en ferait un meilleur usage. Silence. Aucun grésillement, aucune friture, juste une pause longue et pesante. Tu l'as donné à Luc, sa voix s'est refroidie. C'est ça. Il y a eu un bruit comme une lente et mesurée expiration. Ah, puis la ligne est devenue muette. J'ai regardé le téléphone un moment avant de raccrocher. L'horloge continuait son tic-tac. Mon estomac s'est noué, non pas à cause du bourguignon, mais à cause de quelque chose de moins tangible. La façon dont elle avait demandé pour l'Armagnac, comme si cela lui importait d'une manière qui n'aurait pas dû. J'ai éteint la lumière de la cuisine et suis allé me coucher, mais le sommeil a tardé à venir. Quand je me suis endormi, ce fut d'un sommeil léger et agité. Le lendemain matin, j'ai essayé de chasser cette étrange sensation. Je me suis servi une tasse de café frais et me suis assise avec le journal local. Mais le téléphone a de nouveau sonné en milieu de journée. L'afficheur montrait un numéro que je ne reconnaissais pas, mais l'indicatif était local. « Madame Moreau ?» a demandé une voix féminine quand j'ai décroché. « Oui, c'est Chloé, la femme de Luc. Je pense que vous devriez savoir que Luc est à l'hôpital. Il s'est effondré ce matin. Les médecins pensent que ce pourrait être une sorte d'empoisonnement. 17. Harvey Well Reason. Le café dans ma main s'est refroidi instantanément. Empoisonnement? Il allait bien hier soir. Nous avons bu un verre au dîner. Et ce matin, il tenait à peine debout. Les médecins lui font des examens. Je n'ai rien dit. Mes yeux se sont tournés vers le plan de travail, vers l'endroit vide où l'Armagnac se trouvait moins de 24 heures plus tôt. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?» a-t-elle demandé. Ma bouche était sèche. Non, mais je lui ai donné une bouteille hier. De l'Armagnac, de la part de Juliette. Il y a eu une pause. En arrière-plan, je pouvais entendre les bruits de l'hôpital, des moniteurs qui bipent et un chariot qui grince dans le couloir. « Je le dirai au médecin », a-t-elle finalement dit. « Si vous pensez à autre chose, n'importe quoi, appelez-moi. » Je lui ai promis de le faire, et j'ai raccroché. Je suis resté dans la cuisine, la maison silencieuse autour de moi. La lumière d'octobre était devenue pâle et plate. Je n'ai pas bougé pendant un bon moment. Quand je l'ai finalement fait, c'était pour aller à la poubelle. Quelque chose de blanc a attiré mon attention près du fond. Un petit flacon en plastique, comme ceux pour les vitamines. Sans étiquette, juste une fine poudre collée à l'intérieur. Je ne me souvenais pas de l'avoir jeté. Je l'ai pris. Le couvercle était bien vissé. Je suis allé au réfrigérateur. Sur l'étagère du milieu, il y avait un bocal en verre, avec environ un demi-verre d'Armagnac. Ce qui restait après que j'en ai servi un peu pour Luc, avant de lui donner la bouteille. Je ne me souvenais même pas l'avoir gardé jusqu'à ce moment. Mes mains tremblaient en le sortant et en le posant sur le comptoir à côté du flacon. Je me suis souvenu de Richard, un vieil ami qui avait fait son service militaire avec moi il y a 30 ans et qui avait maintenant un petit laboratoire vétérinaire à la sortie de la ville. Il me devait une faveur depuis que j'avais sorti sa camionnette d'un fossé il y a quelques hivers. Je l'ai appelé. « Richard,
J'ai besoin que tu testes quelque chose pour moi, ai-je dit calmement. Quoi? De l'Armagnac. Et peut être autre chose. However, il n'a pas posé d'autres questions, me disant juste de le retrouver après la fermeture du laboratoire. Ce soir-là, j'ai conduit jusque-là avec le bocal en verre enveloppé dans un sac en papier sur le siège à côté de moi. Richard m'a retrouvé sur le parking, une blouse de laboratoire sur un sweat à capuche, une faible odeur de désinfectant flottant dans l'air. « C'est un truc que je vais regretter, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. « Dis-moi juste ce qu'il y a dedans, » ai-je répondu. Il a hoché la tête, a pris le sac et a disparu à l'intérieur. Je suis resté assise dans ma Renault, le moteur en marche, regardant la lumière disparaître du ciel. La radio était éteinte. Mes pensées sont revenues aux dernières 24 heures, retraçant chaque étape. L'écriture, la bouteille, la voix de Juliette quand je lui ai dit que je l'avais donnée à Luc. Cette pause longue et pesante. Richard a appelé le lendemain, juste après-midi. « Martine, ça ne va pas te plaire. Il y a quelque chose dans l'Armagnac. De la digitale pourpre. À la bonne dose, ça arrête le cœur d'un homme. » J'ai fermé les yeux. Le téléphone était lourd dans ma main. « Tu as dit que Luc en avait bu ?»« Oui. Et pastoy. Non. » Il a laissé échapper un lent soupir. « Alors, tu viens peu, être d'échapper à la mort. » Et c'est là que se termine la première partie de cette histoire. Non pas avec des réponses, mais avec une question qui m'entraînerait dans des endroits où je n'aurais jamais pensé devoir aller. Parce qu'au moment où j'ai raccroché, j'ai su que Juliette m'avait envoyé plus qu'un cadeau. Elle m'avait envoyé un message. Je pensais qu'il n'y avait pas de pire son que le téléphone qui sonne au milieu de la nuit. Il s'avère qu'il y en a un. C'est le téléphone qui sonne quand on sait déjà au fond de soi que la nouvelle sera terrible. Quand Richard a raccroché, le monde autour de moi est devenu silencieux, comme si la maison retenait son souffle. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai pris mon manteau sur le dossier de la chaise, les clés de la voiture sur le crochet près de la porte, et je me suis dirigé vers le centre hospitalier de Beaune. Le trajet vers la ville s'est fait à travers des feux et des carrefours vides, un de ces matins d'automne où le soleil semble brillant mais ne réchauffe pas. Je me suis garé au coin le plus éloigné du parking et j'ai marché rapidement, une main dans la poche, l'autre pressée contre mes côtes, comme si je pouvais contenir ce qui s'agitait en moi. Tous les hôpitaux ont la même odeur, quelque chose de stérile mêlé à du café brûlé, et la lumière est toujours trop blanche. Un bénévole m'a indiqué le chemin vers la chambre de Luc. Il ne ressemblait pas à l'homme fort qui était monté sur mon toit sans y être invité. Il était délavé, la peau d'un ton plus pâle que l'oreiller sous sa tête. Les moniteurs à côté du lit bourdonnaient et clignotaient en synchronisation avec un battement de cœur obstiné et lent. Chloé était assise sur une chaise en plastique, tirée aussi près que possible du lit. Elle avait ce regard que j'ai vu des centaines de fois, celui de quelqu'un qui attend quelque chose qui refuse de se presser. « Martine » a-t-elle dit en se levant, « merci d'être venue. Now, and the scribe. Comment va-t-il » Ils essayèrent de stabiliser son rythme cardiaque. Ses mains étaient jointes sur sa poitrine, non pas en prière, mais comme si elle essayait d'empêcher l'air de s'échapper. Ils ont dit avoir trouvé des signes d'une toxine végétale. Ils font d'autres tests. Je me suis approché du lit. La bouche de Luc était entr'ouverte, l'air entrant et sortant à un rythme fragile. Ses cheveux, toujours bien peignés, étaient tombés sur son front d'une manière qui le faisait paraître plus jeune et plus vulnérable. « A-t-il mangé quelque chose d'inhabituel hier soir ?» ai-je demandé. « Ou bu quelque chose qu'il ne boit pas d'habitude ?» Nous avons tous les deux bu un verre au dîner. Elle m'a regardé droit dans les yeux. La question était déjà là. « La bouteille que vous avez apportée. You have mund. Il faut que tu dises ça au médecin. » Exactement ça, ai-je dit avec urgence. Dis-leur qu'elle était neuve, non ouverte, et que je peux obtenir un échantillon du même liquide. Elle a tendu la main comme si elle allait prendre la mienne. Puis elle a changé d'avis et a attrapé la barrière du lit. « Martine, qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous croyez que... tout? Je ne sais pas quoi penser, ai-je répondu, ce qui n'était qu'une demi-vérité. Mais je vais le découvrir. Armé. Le médecin est entré, un homme d'une 50aine d'années, avec un visage entraîné à ne montrer aucune émotion. Il a expliqué sur un ton calme les rythmes cardiaques, les enzymes et l'observation continue. Il n'a pas dit ce qu'il ne savait pas, et il ne savait pas grand-chose pour l'instant. Quand il est parti, j'ai promis à Chloé que je l'appellerai dès que j'aurai quelque chose qui pourrait aider. Dans la voiture, je n'ai pas tout de suite mis le contact. Je suis resté assise avec la clé à moitié tournée, observant mon reflet dans le rétroviseur. Je ressemblais à une femme qui n'avait plus rien à briser, qui n'ait déjà été fêlée auparavant.
De la digitale pourpre, ai-je dit à voix haute, testant les mots dans l'air comme un charpentier vérifie si une planche est tordue. Il sonnait cruel, il sonnait délibéré. À la maison, le silence m'a accueilli comme un voisin qui n'a rien à dire. Je suis allé directement au réfrigérateur. Le bocal en verre avec le reste de l'armagnac était toujours là, caché derrière le lait. Je l'ai tenu à la lumière et j'ai regardé le liquide s'incurver contre le verre en l'inclinant. On ne le saurait pas juste en le regardant. On ne le sait jamais. Les pires choses viennent toujours déguisées en quelque chose d'inoffensif. J'ai posé le bocal à côté de l'évier et je suis allé à la poubelle. J'avais jeté ce petit flacon blanc hier. J'ai soulevé le couvercle et j'ai réalisé que le sac avait été déplacé, remis en place différemment et le flacon avait disparu. J'ai regardé la porte. Le verrou était enclenché comme je l'avais laissé la nuit précédente. Les fenêtres étaient baissées et fermées. Je ne gardais pas de clé de rechange nulle part d'évident. Pourtant, quelqu'un était venu ici, on pouvait le sentir. Comment sait-on qu'une pièce a été réarrangée, même si on ne peut pas identifier ce qui a changé? J'ai pris une grande inspiration par le nez et j'ai expiré lentement, sans panique. La panique est bruyante et stupide. J'avais besoin de quelque chose de calme et d'utile. J'ai rappelé Richard. Il a disparu, ai-je dit quand il a répondu. Quoi? Le petit flacon dont je t'ai parlé. Quelqu'un l'a pris dans ma poubelle. Ce n'est pas moi. Etias. Je sais ce que mes propres mains ont fait dans ma propre maison. Il ne m'a pas dit que je pouvais me tromper. Richard comprend le coup d'ignorer ce que votre intuition sait déjà. Il faut que tu appelles la gendarmerie, a-t-il dit. Je peux documenter ce qu'il y a dans l'armagnac, mais ce flacon aurait été une preuve claire de manipulation. Je sais, ai-je répondu. Je le ferai. Et Martine? Citain. Oui? Ne laisse pas la personne qui a fait ça penser que tu n'es pas préparé. Je ne le suis pas, ai-je affirmé, et j'ai mis fin à l'appel. J'ai fait du café que je n'ai pas bu et je me suis assis à table avec un bloc-notes. L'acte d'écrire me calme. J'ai tracé une ligne au milieu de la page et j'ai intitulé le côté gauche « Ce que je sais » et le côté droit « Ce que je peux prouver ». Sous « Ce que je sais », j'ai écrit « Juliette a envoyé la bouteille ». Juliette a demandé si je l'avais goûté. Juliette a changé de ton quand je lui ai dit que je l'avais donné à Luc. L'armagnac que Richard a testé contient de la digitale pourpre. Le flacon a disparu. Sous « Ce que je peux prouver », j'ai écrit « Le test de Richard, l'échantillon restant dans le bocal, l'appel de Juliette hier soir. » Puis j'ai regardé les deux colonnes et j'ai voulu construire un pont entre elles. Les ponts n'apparaissent pas parce qu'on le veut. Il faut les construire. J'ai sorti le petit enregistreur vocal numérique du tiroir du bureau. Il est vieux, un peu rayé sur les bords, mais fonctionnel. J'ai vérifié la batterie, à moitié chargée. Je l'ai glissé dans la poche intérieure de mon manteau, juste là où son poids se sentait comme une main sur ma poitrine, me rappelant de respirer. Il était passé midi quand je me suis arrêté devant la résidence de Juliette. Son appartement se trouvait dans une rangée d'autres quasi identiques. Bardage neutre, numéros en laiton et lumière de Porsche automatique. Sa voiture était dans l'allée, propre, une décennie plus récente que la mienne. J'ai monté le chemin et j'ai frappé. Elle a ouvert la porte avec un visage qui a changé rapidement. Surprise, puis calcul, puis une expression qui tentait de paraître accueillante. « Maman », a-t-elle dit, comme si elle m'attendait, mais aussi comme si elle n'avait aucune idée de ce que je pouvais vouloir. C'est inattendu. « We don't. »« Vraiment ?» ai-je demandé, et je suis entré sans attendre d'invitation. L'endroit sentait le citron et rien d'autre. Elle le garde impeccable. Tout était toujours à angle droit, rien qui ne dépasse. « J'ai appris pour Luc », ai-je commenté en fermant la porte. « Ça fait peur. Chloé est avec lui maintenant. Les médecins pensent que c'est peu, être un virus. C'est ce qu'ils pensent. » J'ai gardé mon ton neutre. Si je la pressais, elle se renfermerait. Si je montrais de la douceur, elle l'utiliserait contre moi. Je suis allé dans la cuisine. Sur le plan de travail, il y avait 3 bouteilles, 2 d'Armagnac et une de Seigle, alignées comme des soldats. Aucune n'était de la marque que j'avais reçue. Aucune n'était ouverte. « Tu as goûté la bouteille que tu m'as envoyée ?» ai-je demandé. Elle a ri doucement. « L'idée était que tu t'amuses, tu sais, pour ton anniversaire. Tu sais que je ne bois plus. 14 years. Les gens changent, a-t-elle dit avec un haussement d'épaule nonchalant. J'ai fait un pas de plus vers le plan de travail et j'ai passé mon doigt sur le bord d'un verre vide à côté de l'évier pour gagner du temps. Luc a aimé, ai-je commenté. Il a dit que son verre préféré était celui qui était sur l'étagère du milieu, le single malt. Elle a cligné des yeux une seule fois, plus lentement qu'un réflexe naturel.
Oui. C'est drôle, ai-je dit, sentant l'enregistreur dans ma poche, battant comme un second cœur. Je ne t'ai jamais dit où je l'avais gardé. Pendant une fraction de seconde, elle est restée immobile, comme un animal qui entend une branche se briser dans la forêt. Puis, sa bouche s'est incurvée en un sourire étudié, et elle a secoué la tête avec un rire répété. Tu as dû le mentionner. Tu deviens bavarde quand tu es sentimentale. Now Everby? Non, ai-je affirmé, soutenant son regard jusqu'à ce qu'elle doive choisir entre détourner les yeux ou m'affronter. Elle a choisi une troisième option. Elle a pris un torchon et a commencé à essuyer un verre qui était déjà sec. « Maman », a-t-elle dit, regardant le verre plutôt que moi, « tu réfléchis toujours trop. Tu trouves toujours quelque chose à réparer, même quand personne ne l'a demandé. Tu m'as envoyé une bouteille à 500 € que je ne peux pas boire, ai-je répondu. J'essaie de comprendre ça. Elle a posé le verre sur le comptoir et a ouvert les mains comme quelqu'un qui n'a rien à cacher. Alors, être qu'il n'y a rien à comprendre. Être que tu pourrais me laisser le bénéfice du doute pour une fois. Sa voix pourrait sembler raisonnable si on ne la connaissait pas depuis plus de 30 ans. Ma fille a une façon de paraître sincère quand elle ment. Cette pause de l'appel nocturne flottait entre nous comme une troisième personne dans la pièce. Je vais te poser une question, ai-je dit, et je vais laisser le silence qui suivra me donner la réponse. Elle m'a regardé comme si nous jouions aux échecs et que j'avais annoncé mon prochain coup. D'accord. As-tu frelaté cet Armagnac? Silence. Le silence est une chose vivante quand on l'utilise bien. Le réfrigérateur bourdonnait. L'horloge du micro-ondes est passée de 12,9 à 12,10. Une voiture est passée lentement dehors, les pneus audibles sur l'asphalte. Elle n'a pas détourné le regard, elle n'a pas parlé non plus. « Au revoir, Juliette », ai-je dit, parce que parfois, partir est la seule phrase qui compte. Elle a dit mon nom alors que je me retournais. « Maman », sur ce ton où le mot est à la fois un hameçon et un avertissement. Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. « Tu vas continuer à m'accuser de choses. Tu vas me repousser », a-t-elle dit. « Je n'accuse pas », ai-je répondu en regardant la porte. « Je collecte. » Dehors, l'air était vif et métallique. Je me suis assise dans la voiture et j'ai éteint l'enregistreur. La lumière rouge a clignoté et s'est éteinte. Je l'ai posée sur le siège à côté de moi, comme un témoin silencieux. Mes mains étaient stables, mais mon esprit était agité. Je ne suis pas rentré chez moi, pas encore. Je me suis garé au coin le plus éloigné d'un parking de supermarché où personne ne me dérangerait, et j'ai passé un appel que j'évitais depuis que Richard avait mentionné la digitale pourpre. « Capitaine Morel !» Une voix grave a répondu après 2 sonneries. « Capitaine, je m'appelle Martine Moreau. Je crois que j'ai des informations sur un empoisonnement. J'ai un échantillon de la substance et un enregistrement qui pourrait vous intéresser. » ATS. Il n'a pas demandé d'explication au téléphone. Les hommes qui connaissent leur travail n'exigent pas toute la vérité au premier souffle. « Pouvez-vous passer cet après-midi » a-t-il demandé. « Oui, je peux. » Il m'a donné 1 heure et le numéro d'un bureau au fond du couloir de la gendarmerie. Quand j'ai raccroché, je suis resté les mains sur le volant, regardant droit devant moi. Les portes automatiques du supermarché continuaient de s'ouvrir et de se fermer. Les gens entrant et sortant, transportant des sacs en papier avec des provisions qui feraient sentir à leur maison l'odeur du dîner. De retour à la maison, je me suis arrêté à la boîte aux lettres, car parfois, on a besoin de faire quelque chose de banal pour empêcher les autres choses de nous consumer complètement. Des prospectus, une facture, une publicité de supermarché et une carte postale d'un concessionnaire qui pense me convaincre avec un taux à 0%. À l'intérieur, j'ai mis le bocal en verre dans un sac en plastique. Je l'ai scellé comme si je savais ce que je faisais et je l'ai rangé dans une vieille boîte à cigares où je gardais autrefois des clous. L'enregistreur est allé dans la même boîte. J'ai mis la boîte dans un sac en papier avec des poignées et par précaution, j'ai mis ce sac dans un autre. Après avoir trouvé quelque chose manquant dans votre poubelle, les couches supplémentaires semblent plus de la prudence que de la paranoïa. J'ai appelé Chloé. Elle a répondu rapidement, la voix petite et fatiguée. « Martine, je vais à la gendarmerie », l'ai-je informé. « J'ai un échantillon et d'autres preuves. »« Luc se repose », a-t-elle dit. « Ils l'ont mis sous moniteur cardiaque. Il n'arrête pas de se réveiller et de demander quel jour on est. » Je lui réponds, et il acquiesce comme s'il essayait de décider s'il me croit. « Je t'appellerai après avoir parlé au capitaine, ai-je promis. Dis-lui que je passerai après s'il veut voir un visage familier. » Elle a ri, un seul son à bout de souffle. « Il aimerait ça. Quand on lui demande d'être fort, a-t-elle dit, mais il aime encore plus ta compagnie. » J'ai tout vérifié.
J'ai fermé toutes les portes, vérifiant les fenêtres 2 fois avant de partir. Le sac en papier était sur le siège passager, comme si c'était une personne. Je l'ai attaché avec la ceinture de sécurité, une habitude de confort quand le bon sens semble lointain. En route vers la gendarmerie, j'ai allumé la radio sans vraiment écouter. Des gens chantaient des choses qui semblaient simples, ce qui m'a d'abord irrité, puis fatigué, et finalement ne m'a rien fait du tout. La gendarmerie était plus froide que l'hôpital d'une certaine manière, mais sentait meilleur. Morel m'a retrouvé dans un petit bureau avec une fenêtre qui donnait sur un mur de briques. Il était plus jeune que moi, mais plus âgé qu'un débutant, avec des yeux perçants et une cravate qui avait été ajustée plusieurs fois dans la journée. Il m'a offert de l'eau. J'ai accepté, car ma bouche était sèche, et parce que les gens remarquent quand on refuse tout ce qu'on vous offre. Il a attendu que je prenne une gorgée avant de poser sa première question. « Parlez-moi de l'Armagnac ». Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai donné les dates, les mots exacts de Juliette et la signification de cette pause qui ne sonnait pas comme une surprise. Je n'ai pas partagé mes théories, juste les faits, le laissant les organiser comme il l'entendait. Puis j'ai posé le sac en papier sur la table, j'ai sorti la boîte, je l'ai ouverte et j'ai placé le bocal en verre et l'enregistreur sur son bureau comme des outils au début d'un travail. Il n'a pas encore touché aux objets. Il a posé des questions qui semblaient petites, mais qui ne l'étaient pas. Qui d'autre a les clés de votre maison? Quand avez-vous vérifié votre poubelle pour la dernière fois? Avez-vous mentionné le flacon à quelqu'un d'autre que Richard? Puis il a pris l'enregistreur et l'a soupesé dans sa main, comme pour évaluer le poids qu'un mot peut avoir quand on a besoin de le porter. Vous comprenez, madame, a-t-il dit, cela ne devient pas une affaire parce que vous et moi avons un pressentiment. Cela devient une affaire quand ce que vous m'avez remis peut survivre à un examen officiel. Je comprends, ai-je répondu. Je veux que d'autres personnes le voient. Il a hoché la tête. Nous enverrons le liquide au laboratoire de la police scientifique. Nous ferons une copie de votre audio. S'il y a lieu, nous agirons. Sinon, nous vous dirons exactement pourquoi nous ne le pouvons pas. Êtes-vous d'accord avec ça? Je le suis, ai-je dit, et je le pensais. Je ne veux pas que le mauvais coupable soit puni. Je veux que la bonne vérité soit révélée. Alors que je me levais pour partir, il a prononcé mon nom comme s'il le testait. Madame Moreau. Oui? Ne parlez plus à votre fille jusqu'à ce que je vous l'autorise. Si elle vous contacte, notez l'heure et ce qu'elle dit, et gardez vos réponses plus courtes que ses questions. No. J'ai acquiescé, surprise par le sentiment que quelqu'un d'autre était enfin prêt à porter un coin du fardeau que je supportais. Dehors, l'après-midi était devenu gris et terne, le genre de lumière qui fait plus mal aux yeux qu'elle n'éclaire le chemin. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital. Chloé était dans la même chaise, et les mêmes moniteurs chantaient toujours leurs chansons électroniques et silencieuses. Luc semblait plus lui-même. La peau avait repris un peu de couleur, et sa bouche était moins tendue autour de la respiration qui entrait et sortait. J'ai posé ma main sur la barrière du lit, et ses yeux se sont ouverts. « Tu as une sale tête », a-t-il murmuré. « Tu devrais te voir », ai-je répondu. Et il a souri, seulement avec le côté gauche de la bouche. De la façon dont les hommes le font quand sourire demande trop au reste du visage. « J'ai entendu dire que tu te faisais des amis à la gendarmerie », a-t-il commenté. « J'essaie de m'assurer qu'ils sont de notre côté quand ils se présenteront », ai-je répondu. Il a refermé les yeux, a hoché la tête une fois et s'est laissé aller. Je suis resté là plus longtemps que nécessaire, écoutant la machine qui le gardait honnête sur son battement de cœur. Chloé murmurait des mots qui n'appartenaient qu'à eux deux. À la maison, tout était exactement comme je l'avais laissé. Le silence emplissait les pièces comme un invité qui refuse de partir. J'ai fait une omelette que je n'ai pas finie et j'ai lavé la poêle. Parce que certaines choses, on les fait juste pour se prouver qu'on est encore la personne qui les fait. Je suis allé au placard du couloir. J'ai pris la boîte ignifugée sur l'étagère du haut et je l'ai ouverte sur la table de la cuisine. Elle contenait les documents d'une vie, certificat de naissance, acte de propriété de la maison et l'alliance en or rose d'Hélène, que je n'étais pas encore prête à abandonner. J'ai ajouté un post-it à l'intérieur du couvercle. Échantillon Armagnac avec la gendarmerie. Ne pas jeter. Je ne sais pas pour qui était la note, peut être pour moi-même. J'ai dormi sur le canapé avec la lumière du couloir allumée. Je ne l'avais pas fait depuis la nuit après ma crise cardiaque, et ma poitrine n'a pas apprécié la similitude entre ces deux moments. Je me suis réveillé avant l'aube, car le corps se souvient des vieilles alarmes. J'ai fait du café et je ne l'ai pas bu. J'ai écouté la maison respirer. Quand le soleil s'est enfin levé, j'ai appelé Chloé et lui ai dit que je passerais vers midi.
Elle a dit que le médecin pensait que Luc serait transféré de l'unité de soins intensifs si ses signes vitaux restaient stables. À 10 heures, le téléphone a sonné, numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, car j'avais appris quelque chose d'important la veille. On ne doit une réponse à personne avant d'être prêt à la donner. Le message est arrivé après la deuxième sonnerie. J'ai attendu, puis j'ai appuyé sur lecture. « Maman, c'est moi. » La voix de Juliette était tendue comme un fil de fer. « Il faut qu'on parle. Le plus tôt sera le mieux. » Elle a fait une pause. « Rappelle-moi. » Je ne l'ai pas rappelé. J'ai noté l'heure et les mots exacts, mettant le papier dans la boîte ignifugée. Parce que parfois, il faut créer ses propres preuves. J'ai regardé par la fenêtre mon jardin arrière qui refuse de verdir. Peu importe combien une femme l'arrose. La chaise sur la terrasse a grincé une fois. Pas de vent que je puisse voir. La journée est redevenue silencieuse. Si vous voulez que j'admette que j'ai eu peur, je ne le nierai pas. La peur n'est pas quelque chose que je cache maintenant. Elle appartient à la vérité de la même manière que les clous appartiennent au bois. Elle maintient tout ensemble. Je suis resté là, dans la cuisine, la main sur le dossier d'une chaise, et je savais la chose suivante, sans avoir besoin de l'écrire. Quoi que ce soit, cela avait dépassé le point où une mère et une fille pouvaient arranger les choses en discutant tranquillement à table. Cela avait dépassé le point où une bouteille n'était qu'un cadeau et un hôpital un endroit qui n'arrive qu'aux autres. Ça allait empirer avant de s'améliorer, et je continuerai à avancer vers cela. Une pièce, un appel téléphonique, une respiration stable à la fois. Il y a un type de silence qui ne reste pas en place. Il erre, frappe le bord de votre tasse de café. Il regarde le téléphone sur le comptoir et compte jusqu'à 60 avec vous. Puis, il recommence. Le capitaine Morel m'a dit de ne pas parler à ma fille. Alors je n'ai pas rappelé Juliette. J'ai noté l'heure du message vocal comme si c'était une plaque d'immatriculation que je devais mémoriser. Le matin, j'ai suivi exactement les instructions du capitaine, mais la maison semblait surveillée. J'ai laissé le téléphone sur la table du couloir et j'ai parcouru les pièces les mains dans le dos, non pas parce que je m'attendais à trouver quelque chose, mais parce que les femmes comme moi ne s'assoient pas quand elles peuvent être debout, ne se reposent pas quand il y a du travail à faire. La lumière d'octobre est entrée plus faible aujourd'hui, comme un drap blanc suspendu devant le soleil. J'ai vérifié la porte arrière, les verrous des fenêtres, l'entrée latérale du garage avec la serrure têtue qu'il faut soulever en tournant. Tout en ordre, tout normal. Normal n'est pas la même chose que sûr. J'ai fait une deuxième tasse de café, je ne l'ai pas bu, et j'ai ouvert la boîte ignifugée sur la table de la cuisine. À l'intérieur, l'acte de propriété, les formulaires d'assurance, l'alliance d'Hélène, la fiche où j'avais copié les mots exacts du message de Juliette. J'ai ajouté une autre fiche. Capitaine Morel 14h30, souligné 2 fois. Toute la matinée, je me suis retenu d'appeler la gendarmerie, non par hésitation, mais parce que je voulais arriver avec une journée de détermination accumulée en moi. Avant de partir, j'ai fait un autre tour lent de la maison. Dans le couloir d'entrée, je me suis arrêté. Le pêne de la porte s'alignait avec la gâche en métal. Juste un millième de millimètre décalé, une nouvelle éraflure sur le bord du métal, ronde et claire, comme une clé mal taillée le ferait après quelques tentatives. Rien de cassé, rien de forcé, juste une marque que l'on ne remarque que si l'on connaît la porte comme on connaît les os de sa main. Une pensée s'est logée dans ma poitrine et n'a pas bougé. Quelqu'un était entré. Je suis allé au tiroir à ustensiles et j'ai trouvé un petit morceau de fil et du ruban adhésif transparent. J'ai mis le fil au bas du cadre de la porte et je l'ai collé avec le ruban. Une astuce que j'ai apprise d'un militaire fatigué de trouver son casier fouillé. On n'attrape pas un intrus, on crée une histoire pour savoir s'il était là. Quand je suis monté dans la voiture, la maison semblait vide et inoffensive, exactement comme une maison devrait paraître. Pourtant, j'ai reculé comme si je laissais un animal endormi derrière moi. La gendarmerie était à 3 virages et une longue ligne droite de l'hôpital. Je portais le poids de la maladie de Luc dans mes os, en marchant dans le couloir jusqu'au bureau de Morel. Il occupait une pièce modeste, petite fenêtre, grande table, des piles de dossiers qui semblaient pousser dans l'obscurité. Il s'est levé pour me serrer la main et m'a indiqué une chaise. Il ne semblait pas être un homme qui avait peu dormi, ni un homme qui avait trop dormi. Il semblait être un homme qui savait quoi faire des faits concrets. « Merci d'être venue, Madame Moreau », a-t-il dit. Et pour les échantillons d'hier, nous les avons envoyés au laboratoire de la police scientifique. Les résultats préliminaires de votre ami Richard correspondent à ce que nous avons vu. Nous prenons cela au sérieux.
Je suppose que le sérieux a des niveaux, ai-je commenté. Il a presque souri. C'est le cas. Pour le moment, cela signifie que nous cherchons une corroboration. Les rapports de l'hôpital, votre audio, la chaîne de possession de l'échantillon. Il a fait glisser un bloc-notes vers moi. Je veux votre chronologie avec vos propres mots. Quand avez-vous reçu le colis? Quand l'avez-vous donné à Monsieur Lambert? Quand votre fille vous a-t-elle appelé? Quand avez-vous découvert que le flacon avait disparu? J'ai tout raconté directement, observant son stylo bouger. Il ne m'a pas interrompu, sauf pour confirmer une heure ou une date. Quand j'ai fini, il a tapoté le bloc avec le côté du stylo et s'est adossé. Vous avez dit que le sac poubelle avait été déplacé. Des signes d'effraction? Non. In quote. Quelqu'un d'autre avec des clés? Aucune de rechange cachée. Personne à qui j'en ai donné une récemment. Ma défunte épouse avait les siennes. Ma fille en avait une quand elle était plus jeune. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois avec cette clé? La réponse voulait être « il y a une vie », mais la vérité est venue vêtue d'une blouse d'hôpital. Il y a 5 ans, après ma crise cardiaque, quand Juliette est venue chercher quelques affaires pour moi avant que je ne sorte de l'hôpital. Elle a apporté des chaussons, un pantalon de survêtement et mon chargeur de téléphone. À ce moment-là, je l'avais remerciée pour la gentillesse de se souvenir du chargeur. Je ne lui avais pas demandé les clés en retour. Je suppose qu'elle les a laissées sur le comptoir de la cuisine. Après ma crise cardiaque, ai-je dit lentement, elle les avait. Ensuite, je ne me souviens pas qu'elle me les ait rendues. Morel a hoché la tête, ni surpris, ni satisfait. Si quelqu'un est entré sans effraction, cela aide à expliquer le flacon manquant. Quelqu'un d'autre était au courant? Seulement Richard. Je lui demanderai de documenter la conversation que vous avez eue, juste pour montrer que nous ne créons pas de preuves après coup. Il a fermé le bloc. Madame Moreau, je vais vous le dire clairement. Ne rencontrez pas votre fille. Si elle vous invite quelque part, prévenez-moi. Si elle se présente, appelez le DICEP. Je suis sérieux. J'ai pensé à la voix de Juliette sur ma messagerie, tendue comme un câble sous le capot d'une voiture qu'il ne faut pas toucher quand le moteur est chaud. Je ferai exactement ce que vous dites. Il a fait glisser une carte sur la table. Mon téléphone portable. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, appelez. Je préfère avoir tort 2 fois qu'avoir raison trop tard. Oh, Holmes, je vous en remercie, ai-je dit en me levant. En sortant, le bâtiment sentait le tonnerre de photocopieur et la cire à parquet. J'ai descendu 2 volets d'escalier et je me suis arrêté sur le palier pour respirer. Je n'étais pas à bout de souffle. Je vérifiais si le sol sous moi était toujours le même que celui sur lequel j'avais marché en entrant. Chloé a appelé alors que je me garais à l'hôpital. J'ai répondu immédiatement. « Martine, il va mieux », a-t-elle dit, des larmes dans la voix. Il le transfère des soins intensifs à une unité de transition. Il n'arrête pas de s'excuser chaque fois qu'il se réveille, comme s'il pensait avoir gâché la fête de quelqu'un. « Ce sera une fête quand il sera à la maison », ai-je répondu. « Je peux passer ?»« S'il vous plaît. » Luc semblait délavé, mais solide, maintenant assis, les yeux plus clairs. Il m'a tendu son avant-bras quand je suis entré, cette vieille poignée de main de travailleur où l'on se saisit mutuellement par le poignet. « Tu as une pire tête aujourd'hui », a-t-il dit, ce qui a fait rire Chloé à travers le mouchoir qu'elle tenait sur son menton. « J'ai apporté ma pire tête pour une visite », ai-je répondu en tirant la chaise. « J'apporterai la meilleure demain. » Chloé s'est excusée pour parler à une infirmière. Quand le rideau s'est refermé, Luc a baissé la voix. « Martine, entre nous. » Il a regardé la porte, puis de nouveau vers moi. « Tu penses que c'est Juliette qui a fait ça? Je pense que cette bouteille n'était pas un cadeau. » Il a observé mon visage comme s'il apprenait une langue à travers lui. « Tu vas t'en sortir en gérant ça? »« Je vais suivre la loi, » ai-je répondu. « Je vais être ferme. » Ce n'était pas ma question. J'ai laissé la question flotter assez longtemps pour montrer que je l'avais entendue. « Je vais m'en sortir en gérant ça. » Il m'a serré l'avant-bras une fois, puis l'a relâché. Les femmes comme nous ne s'embrassent pas, sauf si nous enterrons quelqu'un. La poignée est la permission de ressentir sans formalité. Le rideau s'est ouvert, et Chloé est revenue avec une femme plus jeune à ses côtés, la trentaine, les cheveux attachés en une queue de cheval pratique, les yeux fatigués mais attentifs. Je l'ai reconnue sur les photos sur la cheminée de la maison de Juliette. Chloé, ma belle-fille, à qui je n'avais parlé que 2 fois depuis le mariage, poliment comme des voisines éloignées. « Martine, a-t-elle dit, je suis contente que vous soyez là. » Je me suis levé. « Comment tu tiens le coup ?» Elle a regardé Luc, effrayé, en colère, principalement effrayé. Sa voix a baissé. « Il faut qu'on parle. » Luc a caressé la main de Chloé et a dit « Je vais vous laisser 1 minute toutes les deux. » Et il est sorti dans le couloir.
Un homme qui comprend quand une conversation a besoin d'intimité, même si ce n'est pas lui qui l'a demandé. Chloé m'a fait signe de la suivre dans la petite salle familiale au coin du couloir. Il y avait une machine à café qui donnait à tout un goût de plastique et 2 chaises avec des dossiers trop droits pour être confortables. Elle ne s'est pas assise. Moi non plus. Je ne sais pas ce que vous savez, a-t-elle commencé, mais je sais que Juliette est différente depuis longtemps, distante, secrète. Elle garde des flacons sur une étagère dans le garage, des plantes séchées. Elle dit que c'est pour un hobby. Elle s'est inscrite à des groupes en ligne sur l'extraction d'herbes. Elle a dégluti. Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas pensé que ça se connecterait à quelque chose comme ça. De la digitale pourpre, ai-je dit. As-tu déjà entendu ce nom? Ses yeux ont montré de la reconnaissance ou de la peur, ou les deux. Oui, je l'ai vu dans son historique de recherche. Je pensais qu'elle lisait juste, qu'elle étudiait. Le capitaine Morel voudra vous parler, si vous êtes d'accord. Elle a hoché la tête rapidement. Je l'ai déjà appelé. Je lui ai laissé un message. Bien, ai-je dit. Le soulagement et le deuil sont cousins. J'ai senti que l'un rendait visite au nom de l'autre. Chloé, si tu as quelque chose, des captures d'écran, des messages, des photos de ces flacons, garde-les. Laisse le capitaine suivre cette piste. Elle m'a regardé assez intensément pour vraiment me voir. Pourquoi vous ferait-elle ça? J'aurais pu dire beaucoup de choses. L'argent que je ne lui ai pas donné, l'amour que je ne lui ai pas montré de la manière qu'elle voulait, des déceptions qui ont créé des ressentiments. Au lieu de cela, j'ai dit la vérité telle que je la connaissais, parce que si elle ne peut pas contrôler le récit, elle préfère brûler la page. Elle a frissonné comme si les mots étaient un courant d'air froid. Elle m'a demandé ce matin si j'avais de vos nouvelles. Elle a dit qu'elle voulait savoir si vous aviez aimé la bouteille. Qu'as-tu répondu? Que je l'avais donnée à mon père. Free. Nous sommes restés en silence pendant quelques secondes avec cette phrase entre nous, le genre de choses qui changent de forme à mesure qu'on l'observe. Merci, ai-je dit. De me l'avoir dit. Je suis désolé, a-t-elle répondu. Et j'ai su qu'elle voulait dire tout, pas seulement la partie qu'elle a verbalisée. Nous sommes retournés dans la chambre de Luc et avons parlé de sujets plus légers. Le temps, le foot, la soupe de la cafétéria qu'ils essayaient d'appeler vermicelle au poulet. Je suis parti quand l'infirmière est venue vérifier les moniteurs, promettant d'apporter des magazines, prétendant que cela comptait pour le résultat. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à la quincaillerie. J'ai acheté 2 nouvelles serrures et un paquet de ces petites alarmes autocollantes qui sonnent quand une porte s'ouvre. Le vendeur a commenté que l'hiver arrivait tôt. Je lui ai répondu quelque chose sur la nécessité de s'y préparer. Il a emballé les serrures et m'a souhaité une bonne journée. Nous nous disons ces choses, bonne journée, comme si la journée allait écouter. À la maison, le fil que j'avais scotché à la porte était exactement là où je l'avais laissé, intact. J'ai enjambé et j'ai fermé la porte derrière moi avec un doux clic. J'avais pensé à appeler un serrurier, mais installer les serrures moi-même me donnait l'impression de faire mon propre lit dans une chambre d'hôtel inconnue. Si je le faisais, peut-être que je pourrais poser ma tête sans tout ce bruit mental. J'ai installé la première serrure sur la porte arrière, puis la seconde sur la porte d'entrée, vissant les plaques lentement et fermement, les muscles de mes avant-bras familiers, avec l'angle et la pression. Les petites alarmes ont été placées sur les cadres avec un bruit similaire à celui d'un pansement qu'on retire. Je les ai activées et j'ai ouvert la porte pour entendre l'alarme stridente, confirmant qu'elle fonctionnerait. Et elle fonctionnait bien. Quand j'ai eu fini, le soleil était descendu assez bas pour créer de longues ombres sur le sol. J'ai réchauffé une boîte de soupe et je l'ai mangée debout, tenant le bol dans la main gauche et la cuillère dans la droite. Vieilles habitudes, moins de vaisselle à laver de cette façon. Le téléphone a vibré sur la table du couloir. Je n'ai pas sursauté. J'ai marché vers lui à la vitesse d'une femme qui va ouvrir la porte sans se presser. Numéro inconnu à nouveau. Je l'ai laissé vibrer. Il s'est arrêté. Quelques secondes plus tard, un SMS est apparu. Juliette, il faut qu'on se parle face à face aujourd'hui. Un deuxième message a suivi avant que je puisse traiter le premier. Juliette, ne rends pas les choses pires qu'elles ne le sont déjà. J'ai posé le téléphone sur la table comme s'il pouvait me brûler. J'ai noté l'heure et les messages exactement comme ils étaient arrivés sur un papier et je l'ai ajouté à la boîte ignifugée. Puis j'ai sorti la carte du capitaine Morel de mon portefeuille et j'ai composé le numéro. Il a répondu rapidement. Morel, c'est Moreau? J'ai dit. Elle demande à ce qu'on se rencontre. Non, a-t-il répondu, les mots aussi décisifs qu'un portail qui se ferme. Transférez-moi les textos, je les consignerai. Si elle appelle,
Laissez-la tomber sur la messagerie. Elle a laissé un message plus tôt. Je l'ai transcrit. Bien, continuez comme ça. J'ai hésité. Capitaine, pourriez-vous passer et examiner ma porte d'entrée? Je pense que quelqu'un a utilisé une clé qui n'était pas la mienne. Je peux envoyer un agent pour la photographier et la documenter. Je passerai personnellement si je suis libre dans l'heure qui vient. Il est arrivé 40 minutes plus tard avec un jeune gendarme nommé Pimentel. Ils ont photographié la gâche, la petite éraflure où la clé avait gratté, le fil scotché en bas comme un piège improvisé. Morel n'a montré aucune surprise. Il ne semblait pas être un homme qui aimait avoir raison, mais il ne gaspillait pas non plus d'énergie à feindre la surprise quand il ne l'était pas. « Avez-vous le jeu de clé d'origine » a-t-il demandé. Je suis allé au placard du couloir et j'ai sorti la petite boîte où nous gardions les doubles il y a 20 ans. À l'intérieur, 2 clés en laiton marquées « avant » et « arrière » de l'écriture soignée d'Hélène. Une clé de rechange et une clé qui ne devrait pas être là. Une copie sans marque, taillée un peu décentrée, provoquant un désajustement dans la boîte. Mon estomac s'est noué. « Celle-ci n'est pas à nous », ai-je affirmé. « Nous n'étiquetions jamais, nous étiquetions tout. » Morel a demandé à Pimentel de la mettre dans un sac à preuve. Nous verrons si nous pouvons obtenir des empreintes, sans promesse. Les clés ne sont pas très bonnes pour les empreintes. Zest. Faites ce que vous pouvez, ai-je demandé. J'aimerais que chaque petit élément de cette histoire cesse de prétendre qu'il n'est pas connecté au reste. Quand ils sont partis, la maison semblait différente. Ni plus sûre, ni moins surveillée, juste témoignée. Il y a quelque chose qui se passe quand le monde officiel entre dans votre espace privé. Le sol s'incline, puis se redresse à un nouvel angle. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai tenu ma tasse de café à 2 mains, bien qu'elle soit vide. La chaise sur la terrasse a grincé. Pas de vent visible. J'ai attendu des pas qui ne sont pas venus. J'ai mis le téléphone en mode « ne pas déranger » et je l'ai retourné. Quand j'étais enfant, je pensais qu'être adulte signifiait que personne ne pouvait me dire quoi faire. Maintenant, cela signifie que j'ai appris qui écouter. Vers 21 heures, une voiture s'est arrêtée dehors assez longtemps pour que je me lève et aille à la fenêtre. Les phares ont éclairé la terrasse, puis ont disparu. Je suis resté à la fenêtre jusqu'à ce que j'entende le bruit du moteur s'éloigner. Ce n'était peu, être rien. Un adolescent perdu, un livreur vérifiant une adresse. Cela ressemblait à quelque chose qui voulait voir si je tremblerais. Je n'ai pas dormi. Je me suis allongé sur le canapé avec la lumière du couloir allumée et mes bottes près de la porte. Je suis trop vieille pour l'héroïsme. Je ne suis pas trop vieille pour être préparée. Juste avant l'aube, le téléphone a vibré à nouveau. Messagerie vocale sans sonnerie. J'avais oublié le mode « ne pas déranger ». J'ai écouté le message à faible volume. « Maman, tu compliques les choses ». La voix de Juliette a dit, plus contenue qu'avant, comme si elle était dans un endroit où elle ne voulait pas être entendue. « Tu es allée à la gendarmerie. Ce n'est pas malin. On aurait pu arranger ça. Tu ne réfléchis pas bien. » J'ai raccroché. J'ai tout noté. On aurait pu arranger ça. Des mots révélateurs. Arranger. Quoi? À 8 heures, Morel a appelé. Le laboratoire de la police scientifique est revenu avec des résultats préliminaires, a-t-il informé. Confirmation indépendante de la digitale pourpre dans votre échantillon. C'est suffisant pour ouvrir officiellement une enquête et demander les dossiers médicaux de l'hôpital pour Monsieur Lambert. Nous agissons. J'ai expiré un souffle qui habitait en moi depuis que Richard avait mentionné la digitale pour la première fois. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Continuez à faire ce que vous faites. Documentez, ne vous impliquez pas, verrouillez vos portes. Je vous contacterai pour une déposition officielle enregistrée. Si votre fille communique, gardez tout. Si elle se présente, appelez le 10 sept. Je suis sérieux. Je sais que vous l'êtes. Ai-je répondu. Capitaine. Oui, merci. Il n'a pas dit de rien. Il a dit, nous ferons notre travail. Venant d'un homme comme lui, c'était la même chose. Je me suis douché, habillé, et j'ai mis une chemise propre. Il y a une façon dont une femme doit paraître quand la journée va exiger de la fermeté. J'ai préparé le petit déjeuner et je l'ai mangé à table comme si chaque bouchée était un choix judicieux. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital avec une pile de magazines sous le bras, sur la maison, la rénovation, un luxueux sur des jardins qui ne pousseraient jamais dans le sol sec de notre région. Luc était assez alerte pour feindre de l'intérêt pour un article sur la sécurité des tronçonneuses. Nous savions tous les deux qu'il me faisait plaisir. La prétention était une gentillesse. Chloé est entrée pendant un article sur l'entretien des terrasses. Elle tenait son téléphone et ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas dormi dans un lit, juste à côté d'un. « Le capitaine Morel m'a appelé », a-t-elle dit.
Il veut que je lui apporte le vieil ordinateur portable de Juliette. Je l'ai encore d'avant notre mariage. Apporte-le lui, ai-je conseillé. Laisse la loi porter ce qu'elle a été faite pour porter. Elle a hoché la tête. Martine, elle m'a envoyé un message, a-t-elle continué, les yeux baissés. Elle a demandé si vous jouiez à l'héroïne. Elle a dit, si quelque chose arrive, c'est de ta faute. Elle a levé les yeux. Je l'ai transféré à Morel. Bien, ai-je dit. Une chaleur est montée dans ma poitrine. Pas du genre ancien. C'était le genre qui distingue la menace de l'avertissement. Ne réponds à rien de ce qu'elle envoie, pas un mot, même pas pour dire que tu ne répondras pas. Quand je suis parti, la lumière extérieure avait l'honnêteté brute de midi. J'ai conduit à la maison par le chemin le plus long, non par peur, mais parce que je voulais mettre plus de distance entre moi et ceux qui allaient suivre. Le fil sur la porte était toujours intact. J'ai enjambé comme si c'était une frontière que je pouvais respecter et j'ai fermé la porte derrière moi. Je me suis assise avec un stylo et un bloc jaune et j'ai écrit « Qu'est-ce qu'elle veut ?» en grosses lettres qui traversaient la page. En dessous, j'ai refait 2 colonnes. Argent, contrôle. Sous argent, j'ai écrit « Hiver dernier, 20 000 refusés ». Sous contrôle, j'ai écrit « Emplacement de la bouteille, flacon disparu ». Appels, il faut qu'on parle. Le côté du contrôle pesait plus lourd dans la balance. L'argent est une raison, le contrôle est une habitude. Les habitudes durent plus longtemps. Vers midi, l'alarme de la porte a poussé son cri aigu. J'étais déjà debout de ma chaise, le téléphone à la main, avant que mon cerveau ne puisse dire à mon corps qu'il avait réagi de manière excessive. L'alarme a sonné à nouveau, remplissant sa fonction. Je me suis approché de la fenêtre hors du champ de vision et j'ai tiré le rideau de la largeur d'un doigt. Une camionnette de livraison. Le chauffeur avait ouvert la porte moustiquaire pour laisser une enveloppe matelassée sur le paillasson. Il a regardé l'alarme, a haussé les épaules comme un homme qui a déjà rencontré des bruits pires, et est reparti. La porte s'est refermée doucement. L'alarme s'est tue. J'ai laissé mon cœur retrouver sa place et j'ai attendu. Quand le véhicule s'est éloigné, j'ai ouvert la porte. L'enveloppe n'avait pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une seule feuille de papier, pas de notes. Juste une photo imprimée. Ma terrasse la nuit précédente, photographiée de l'autre côté de la rue. La chaise immobile, la lumière au-dessus de la porte brillant, personne dans le cadre. La photo avait été prise dans les 12 dernières heures. J'ai regardé la rue, les clôtures des voisins, l'endroit près du coin où une voiture pourrait rester feux éteints et observer sans être vue. Puis j'ai apporté la photo à la boîte ignifugée, je l'ai ajoutée à la pile et j'ai appelé Morel. Il a répondu immédiatement. J'ai décrit ce qui était arrivé, comment c'était arrivé, ce que ça montrait. Ne la jetez pas, a-t-il instruit. J'envoie quelqu'un. Vous allez vous lasser de m'entendre, ai-je commenté. Je préfère ça à l'alternative, a-t-il répondu. Il a raccroché rapidement, transformant notre conversation en une tâche à accomplir. Je suis resté à la fenêtre, observant la rue de côté, comme on observe un animal sauvage qu'on ne veut pas effrayer. La chaise a bougé une fois. Pas de vent. Les maisons sont comme ça. Ce qui semble statique communique toujours quelque chose. Si on est prêt à le voir. En fin d'après-midi, la police avait emporté la photo et avait enregistré ma déclaration sur la façon dont elle était arrivée. Ils ont emporté l'enveloppe aussi. Morel m'a envoyé un SMS. Nous demandons les enregistrements des caméras de sécurité de votre pâté de maison. La nuit est arrivée comme une porte qui se ferme lentement. J'ai réchauffé la soupe de la veille et je l'ai mangée assise sur les marches arrière, l'air d'octobre coupant net dans mes poumons. La cour arrière s'est assombrie. La chaise est restée immobile. Et quelque part au loin, un chien a aboyé à quelque chose que seuls les chiens peuvent percevoir. Je suis rentré et j'ai allumé la lumière du couloir. Le téléphone a vibré une fois de plus. Juliette, tu crois qu'ils vont te protéger de ce que tu as commencé? Appelle-moi. Je ne l'ai pas appelé. J'ai copié mot pour mot et j'ai glissé le papier dans la boîte. La boîte s'est refermée avec ce son doux et final qu'elle fait toujours. Je l'ai remise sur l'étagère la plus haute, comme une femme range un poids là où elle ne peut pas trébucher dessus dans le noir. Je suis resté immobile, écoutant la maison se parler à elle-même. Le craquement et le soupir du bois, le gémissement fin du moteur du réfrigérateur, le tic-tac d'une horloge qui ne comprend pas le sens du temps. J'ai pensé à la première fois que Juliette a dit « Maman », d'une manière qui a fait que mon cœur a voulu se lever et saluer. Et à la dernière fois qu'elle a dit « Maman », d'une façon qui l'a fait vouloir se recroqueviller. Il faisait déjà complètement noir. Quand je me suis enfin allongé sur le canapé,
J'ai posé ma main sur ma poitrine et j'ai senti mon cœur travailler, lent, régulier, efficace. Il y a longtemps, un médecin m'a dit que je saurais si j'étais en danger. Cette nuit-là, cela m'a semblé la chose la plus honnête que je possédais. Je ne sais pas si le sommeil est venu ou si la nuit a simplement décidé d'avoir pitié, mais quand le téléphone a sonné à 6h12 du matin, j'étais prête. J'ai répondu à la première sonnerie. « Madame Moreau ?» ?»« Morel » a-t-il dit sans salutation. « Oui. » Le laboratoire de la police scientifique a confirmé. « Nous demandons un mandat. » J'ai fermé les yeux et j'ai visualisé la chaise sur la terrasse, le fil blanc à travers le seuil, la photo de ma propre maison prise de l'autre côté de la rue. J'ai vu une bouteille capturant la lumière du matin comme si c'était de la honte dans un verre. « Où avez-vous besoin de moi ?» ai-je demandé. « Exactement là où vous êtes », a-t-il répondu. « Et quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas la porte à moins que la personne de l'autre côté ne puisse prouver qu'elle est là pour aider. » La ligne est devenue silencieuse. La maison a écouté, et je suis resté dans le petit pays que j'avais construit à l'intérieur de mes murs, attendant que le jour franchisse le seuil. On dit que c'est le coup qu'on n'attend pas qu'on se souvient, mais cette fois, je l'attendais. Je l'attendais depuis le moment où Morel m'a dit que le laboratoire avait confirmé le poison. Pourtant, quand le coup est venu, fort et décidé, ma poitrine s'est serrée, non par peur, mais en sachant que la ligne que nous suivions dans le noir était sur le point d'être peinte à l'encre officielle brillante. Ce coup signifiait que le mandat avait maintenant force de loi, et que la journée n'attendrait pas que je me sente prête. Il était un peu plus de 8h du matin. La lumière extérieure avait ce doré pâle qui touche à peine le sol avant de s'évanouir. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Morel avec 2 gendarmes en uniforme, Pimentel d'avant et un autre que je ne connaissais pas, assez jeune pour que son ceinturon semble trop grand pour lui. Ils étaient habillés pour un travail qui ne resterait pas seulement sur le papier. « Bonjour, Madame Moreau », a dit Morel, tenant un document plié dans un gant en plastique transparent. Le juge l'a signé à Sept 43. Nous avons l'autorisation de perquisitionner la résidence de votre fille et de saisir tout article pertinent à l'affaire. Il n'avait pas besoin d'expliquer. C'était le moment où tout pouvait changer. « Avez-vous besoin de moi là-bas » ai-je demandé. « Non » a-t-il dit. « Et ce n'est pas une demande, c'est une instruction. Nous ne voulons pas que vous soyez dans son champ de vision aujourd'hui. Nous allons effectuer la perquisition. Si nous trouvons ce que nous attendons, nous procéderons de manière appropriée. Procéder de manière appropriée est le langage de la police pour « votre vie pourrait ne pas être la même pour le dîner ». Pimentel a regardé vers le couloir intérieur. Des changements pendant la nuit? Le fil est toujours intact. Aucune alarme n'a sonné. Morel a hoché la tête brièvement. Bien, gardez-les activés. Je m'occuperai de l'installation d'un système de caméras adéquat avant la fin de la semaine. Ils sont partis en convoi, une berline noire, une voiture de gendarmerie roulant dans la rue comme une ligne de ponctuation se dirigeant vers une phrase inachevée. Je suis resté à la porte jusqu'à ce qu'ils tournent au coin. Puis j'ai fermé la porte et j'ai regardé le fil au bas du cadre, toujours parfaitement immobile, comme s'il défiait quelqu'un de le déranger. Les heures suivantes se sont étirées interminablement. J'ai essayé de lire. Les mots étaient sur la page comme des étrangers à un arrêt de bus. J'ai fait du café, je ne l'ai pas bu. Vers 11h, j'ai fait une lente promenade jusqu'à la sortie de la ville, m'arrêtant au petit parc du mémorial des anciens combattants, où les bancs font face à une fontaine qui ne fonctionne plus depuis l'été dernier. Le bruit de la circulation sur l'avenue principale était assez distant pour laisser l'air se poser. J'étais venu ici une fois avec Juliette, quand elle avait 10 ans. Nous avions apporté du pain pour les canards. Elle m'avait demandé à quoi servaient tous les noms sur les plaques. Je lui avais dit que c'était pour des hommes et des femmes qui avaient rempli leur devoir jusqu'au bout. Elle avait demandé si cela signifiait qu'ils avaient accompli la mission. J'avais dit oui. Elle n'avait pas demandé quelle était la mission. Parfois, je pense que c'est la partie que j'aurais dû lui expliquer. À 13h, j'étais de retour à la maison, assise à la table de la cuisine avec le téléphone face visible. Je n'attendais pas qu'elle appelle. Juliette n'est pas du genre à appeler quand elle est acculée. Elle est du genre à se présenter sans préavis, forçant la conversation selon ses propres termes. C'était ce qui inquiétait Morel. À 13h17, le téléphone a vibré. Pas un appel, mais un SMS de Chloé. « Chloé, ils sont là. Je suis dans la chambre avec la porte fermée. Je les entends fouiller le garage. » J'ai répondu « Reste à l'intérieur, n'interfère pas. Tu es en sécurité avec eux là-bas. » Elle n'a pas répondu. Je l'imaginais assise sur le bord du lit, les mains jointes, écoutant des bottes sur le ciment et le bruit de caisses déplacées. Je connaissais ce son.
C'est le son de quelqu'un qui cherche la vérité, sans se soucier de réveiller toute la maison. À 14h04, Morel a appelé. Nous avons trouvé. J'ai laissé les mots s'installer. Qu'avez-vous trouvé? 3 flacons en verre étiquetés avec du ruban adhésif, d'épée, tiges de racines et teinture. 2 d'entre eux contiennent de la matière végétale séchée compatible avec la digitale pourpre. Le 3e contient du liquide. Nous l'enverrons au laboratoire pour confirmation. Nous avons également trouvé des notes manuscrites sur les méthodes de préparation, des estimations de dosage et, il a fait une pause, et une enveloppe non cachetée vous étant adressée. À l'intérieur, une petite lettre avec votre nom en haut et les mots « Tu comprendras pourquoi quand ce sera fini » en bas. Rien entre les deux, juste un dessin d'un arbre avec ses racines entourées. La cuisine m'a semblé plus froide. Elle m'a laissé un message au cas où la bouteille fonctionnerait. « Oswald, il semble que oui », a dit Morel d'une voix calme. « Nous allons consigner, cataloguer et photographier tout. » Chloé coopère pleinement. Elle a donné son consentement pour la fouille des appareils numériques partagés. « Vous l'avez attrapée » ai-je demandé. « Pas encore. Elle n'était pas à la maison quand nous sommes arrivés. Nous émettons un avis de recherche. » J'ai serré le téléphone plus fort. « Capitaine, si elle vient ici. »« Soft a bit. Nous avons déjà signalé votre adresse pour une réponse prioritaire. Ne vous engagez pas avec elle. » La ligne est restée silencieuse un instant. Puis il a ajouté. « Nous passons de la suspicion à la preuve, Madame Moreau. Cela change tout. » Je comprends. J'ai raccroché et je suis allé à la boîte ignifugée. J'ai ajouté une annotation. 14h04. Morel a appelé. Trouvé flacon, note, lettre. J'ai lu les autres fiches de la pile, une par une, comme si je consultais le manuel d'une machine qu'on ne peut pas démonter. Chaque entrée était une partie de la preuve que le dernier mois n'avait pas été un délire fiévreux. Vers 15h30, j'ai appelé Chloé pour la mettre au courant. Luc dormait. Elle a écouté sans interrompre, de la même manière qu'elle l'avait fait quand je l'avais appelée de la salle d'urgence il y a des années après ma crise cardiaque. « Martine, a-t-elle dit quand j'ai eu fini, ça va se terminer de 2 manières. Soit il l'arrête, soit elle s'enfuit. Elle ne s'enfuira pas très loin, ai-je répondu. Non, mais assez loin pour te faire douter. À 6h12, l'alarme de la porte s'est déclenchée. J'étais dans le couloir en 3 pas, le téléphone à la main. La porte d'entrée était fermée, le fil dans le cadre intact. Le son venait de l'arrière. Je me suis déplacé lentement, non par peur, mais parce qu'on ne se précipite pas quand on a besoin de tout voir. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai vu la porte moustiquaire se balancer 1, 2 fois. Puis elle s'est immobilisée. Personne en vue. Je me suis approché et j'ai vu une feuille de papier pliée, coincée entre la poignée et le cadre. J'ai ouvert la porte, désactivé l'alarme, et j'ai pris le papier. Une phrase au stylo noir épais. « Arrête de les laisser entrer, ou je le ferai. » Pas de signature, pas d'enveloppe, juste ces mots. J'ai pris une photo, mis le papier dans un gant en plastique et j'ai appelé Morel. Il a dit qu'un agent serait là dans 15 minutes. Pimentel est arrivé en 10. Il a photographié la note dans ma main, l'endroit sur la porte, les charnières et le jardin arrière au-delà. « Avez-vous vu quelqu'un » a-t-il demandé. « Aucun mouvement dans la rue » ai-je répondu. Elle a pu être laissée, et elle est partie rapidement. « It's on 90. » Il est parti avec la note, promettant de la consigner immédiatement. Cette nuit-là, je ne me suis pas embêté avec le canapé. J'ai mis une chaise dans le coin du salon où je pouvais voir les 2 portes, l'avant et l'arrière. La maison avait une légère odeur métallique des nouvelles serrures. J'ai gardé les lumières allumées, non pas parce que je voulais voir dehors, mais parce que je voulais que quiconque était dehors me voie. À 21h45, mon téléphone s'est allumé. Numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il tombe sur la messagerie. 1 minute plus tard, j'ai écouté le message. « Maman, c'est moi. Ils font une erreur. Ces choses qu'ils ont trouvées ne sont pas ce qu'ils croient. Tu me connais mieux que ça. » Une pause. « Appelle-moi, s'il te plaît. » La voix était calme, mesurée, presque douce. Le genre de ton qu'on utiliserait pour vendre quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas acheter. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai noté mot pour mot. Le matin a apporté un fort gel. L'herbe était blanche sur les pointes et l'air avait un goût de métal. Morel a envoyé un message à 8-12. Nous l'avons attrapé, emmené sans incident. Je vous tiendrai au courant. J'ai regardé les mots jusqu'à ce qu'ils cessent d'être des formes et deviennent des faits. J'ai conduit jusqu'à la gendarmerie peu avant midi. La salle d'attente était petite, avec 2 chaises en plastique contre un mur et un distributeur automatique qui bourdonnait dans le coin.
Morel est sortie pour me trouver. Elle ne parle pas, a-t-il dit. Elle a immédiatement demandé un avocat. C'est bon, nous avons assez pour la maintenir en garde à vue. Chloé a fourni des preuves numériques substantielles, des emails faisant référence à la préparation de la racine et au timing parfait. Un historique de recherche sur les niveaux de toxicité chez les personnes de plus de 60 ans. Et maintenant, nous présenterons les charges au procureur. Tentative de meurtre, possession de substances toxiques contrôlées, falsification de preuves. Le processus sera rapide. J'ai hoché la tête. Mes mains sont restées dans mes poches pour qu'elles ne fassent rien d'inapproprié. Morel m'a observé un moment. Vous tenez le coup. Je suis debout, ai-je répondu. C'est suffisant. In 42, quand j'ai quitté la gendarmerie, le ciel avait pris une teinte grise monotone, de celles qui vous font penser que la neige approche, même si les prévisions disent le contraire. J'ai conduit sans but, passant devant le vieux moulin, la quincaillerie fermée, le restaurant qui sentait encore le graillon d'il y a 20 ans. J'ai fini à l'hôpital. Luc était réveillé, regardant un jeu télévisé avec le son coupé. Chloé était à ses côtés, tricotant quelque chose de vert. Ils l'ont attrapé, ai-je dit doucement. Luc a hoché la tête une fois. Bien. Les aiguilles de Chloé ont continué de bouger. Et maintenant, ai-je répondu, nous attendons que le système fasse son travail. Ce soir-là, je me suis assise sur les marches arrière avec une tasse de thé, la vapeur montant dans l'air froid. Le jardin était silencieux, sauf pour le craquement occasionnel d'une branche dans le vent. Quelque part dans le pâté de maison, un chien a aboyé une fois, puis s'est tu. J'ai pensé à la note sur la porte, au flacon dans le garage, à la lettre avec les racines de l'arbre, et j'ai pensé à la petite fille avec le pain au parc du mémorial, demandant si les noms signifiaient qu'ils avaient accompli la mission. Être que c'était ma mission, non pas de la terminer, mais de m'assurer qu'elle ne me termine pas. Quand je suis rentré, j'ai vérifié le fil sur la porte, toujours là, révélant toujours la vérité. Poison est un mot laid. Il ne reste pas seulement dans votre bouche, il change la façon dont vous respirez. Morel ne l'a pas prononcé tout de suite. Il a laissé Richard expliquer d'abord, sachant peu, être qu'entendre un ami serait moins brutal qu'entendre un capitaine de gendarmerie. Mais il n'y a pas de manière douce d'entendre que quelque chose destiné à vous tuer était déjà à l'intérieur d'un homme que vous respectez, et que c'est vous qui le lui avez livré. La décision sur quoi faire avec Juliette est venue comme une porte qui se ferme avec un clic définitif. J'ai appelé Morel. Dites au procureur que je témoignerai. Accusation complète. Il n'a pas dit « bon choix » ou « vous faites ce qu'il faut ». Il a juste dit « compris » et c'était suffisant. 3 jours plus tard, l'audience était fixée. Motion préliminaire, liste de preuves, préparation des témoins. Cardozo, l'avocate de Juliette, a soulevé des objections à la moitié d'entre elles. Mais le juge a rejeté la plupart. Quand ils ont amené Juliette au tribunal pour la première fois, elle a balayé la salle du regard et m'a trouvé. Ses yeux ne montraient aucune douceur. Au contraire, ils sont devenus plus froids, comme si elle venait de retourner à sa liste. J'ai soutenu son regard parce que être qu'elle l'avait fait. Ils appellent ça un tribunal, mais pour moi, ça ressemblait à un champ de mine. Chaque mot, chaque regard pouvait vous exploser au visage. Je suis entré en pensant que la vérité se tiendrait toute seule. Puis j'ai vu comment l'avocate de Juliette me souriait, comme si elle savait déjà où j'allais marcher et à quel point je tomberais. Le jour de l'audience de présentation des preuves, les bancs étaient à moitié pleins, mais l'air semblait plus lourd qu'une église bondée en août. Je me suis assise derrière Morel et le procureur, les mains jointes sur mes genoux, prétendant qu'elle ne transpirait pas. Juliette est entrée dans une combinaison orange, les poignets menottés. Elle ne m'a pas regardé au début. Puis elle a jeté un bref coup d'œil, juste assez pour que les coins de sa bouche tremblent, non pas en un sourire, mais en quelque chose de plus froid. Je me suis souvenu pourquoi j'étais là. Le lit d'hôpital de Luc, le rapport du laboratoire, ce maudit carnet de notes. Le juge nous a appelés à l'ordre. Morel est monté à la barre des témoins. Il a été professionnel et direct, guidant le tribunal à travers la façon dont la bouteille a été reçue, testée et confirmée comme étant empoisonnée. Cardozo a objecté 2 fois, invoquant des problèmes de chaîne de possession, mais le juge a rejeté les 2. Puis ce fut mon tour. Le greffier m'a fait prêter serment. Je me suis assise avec le micro assez près pour entendre ma propre respiration. Le procureur a commencé par des questions simples. Mon nom, mon âge, où je vivais et ma relation avec l'accusé. Oui, Juliette est ma fille, ai-je répondu. Et cela sonnait étrange, dit à voix haute, comme si cela appartenait à la vie de quelqu'un d'autre.
Le procureur m'a guidé à travers le jour du cadeau. J'ai raconté directement le colis, l'écriture, la décision de le donner à Luc, comment Luc a fini à l'hôpital, comment Richard a testé la bouteille. J'ai gardé mon ton uniforme comme Morel me l'avait conseillé. Tenez-vous-en au fait, laissez les preuves parler. Puis Cardozo s'est levé. Madame Moreau, a-t-elle commencé d'une voix douce comme du bois poli. Vous affirmez reconnaître l'écriture de ma cliente sur la note. Je n'affirme pas, je le sais. Mais vous n'aviez pas vu cette écriture depuis plus de 3 ans, correct? Correct. Est-il possible alors que vous vous trompiez? Non. Elle s'est penchée en avant, une main sur la barre. Dites-vous à ce tribunal que la vie d'une femme doit être ruinée parce que vous croyez qu'une note ressemble à l'écriture de votre fille. J'ai senti la première chaleur monter dans ma poitrine. Je ne le crois pas, je le sais. Cardozo s'est éloigné, presque nonchalamment. Intéressant, parce que nous avons ici. Elle a brandi un papier, une analyse graphologique d'un expert certifié qui affirme que la note n'a pas pu être écrite par Juliette Lambert. Have a sound. Des murmures ont parcouru la salle. Le juge a frappé avec son maillet. Le procureur a objecté, contestant la validité du rapport. Le juge l'a admis au dossier, mais mon estomac s'est noué. Cardozo a souri légèrement. Et dites-moi, Madame Moreau, n'est-il pas vrai que vous et ma cliente avez eu une relation tendue pendant des années, que vous avez vendu la ferme de votre mère sans la consulter? Le procureur a de nouveau objecté. Non pertinent et incendiaire. Haven't presented. Rejeté, a dit le juge, mais le mal était fait, le jury l'avait entendu. Quand j'ai eu fini, je suis descendu, mes jambes plus lourdes qu'avant. Morel m'a retrouvé à la table. Ils essaient de vous dépeindre comme amère et pleine de ressentiment, a-t-il dit à voix basse. C'est tout ce qu'ils ont. Ne vous laissez pas influencer par ça. Mais je pouvais sentir que cela influençait déjà. Dehors, sur les marches du palais de justice, Luc attendait, appuyé sur sa canne. Il joue sale, a-t-il commenté. Peu importe que ce soit vrai. Ils ont juste besoin de suffisamment pour embrouiller le jury. J'ai hoché la tête. Maintenant, ils ont un rapport graphologique. La bouche de Luc s'est tordue. Acheté, probablement. J'ai déjà vu ça dans des litiges commerciaux. On peut acheter une opinion comme on achète une cravate. Le jour de la délibération du jury, le ciel était gris et bas, comme s'il considérait tous nos choix. Je me suis assise dans la galerie, les mains croisées sur mes genoux, regardant la nuque de Juliette. Cardozo avait fait son travail, semant le doute, suggérant que j'étais une mère rancunière fabriquant des accusations. Mais le procureur avait été implacable avec les preuves. Le carnet avec les initiales MM, à côté des doses létales, les flacons trouvés exactement où Chloé avait dit qu'ils seraient, les historiques de recherche sur la digitale pourpre et l'arrêt cardiaque chez les personnes âgées. Quand le jury est revenu, j'ai pris une profonde inspiration. Le président du jury s'est levé, regardant non pas Juliette, mais le juge. Pour le chef d'accusation de tentative de meurtre au 1er degré, nous déclarons l'accusé. You can suffer. Dans cette demi-seconde avant qu'il ne termine, j'ai réalisé que j'avais retenu mon souffle depuis le jour où cette bouteille était apparue sur ma terrasse. Coupable. Ce seul mot est tombé comme la première goutte de pluie sur un toit après des mois de sécheresse. Il n'a pas tonné, il n'a pas rugi, il s'est juste posé, silencieux mais indéniable. Et j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière, ni pour Juliette, ni pour moi. Le tribunal n'a pas éclaté en soupir. Comme on le voit à la télévision, il a simplement respiré différemment. Et pour la première fois en 3 ans, j'ai respiré aussi. Le juge a remercié le jury, les a congédiés et a commencé à lire la sentence « 25 ans de réclusion criminelle » avec une période de sûreté de 15 ans. Sa voix était ferme et méthodique, mais je sentais le poids de chaque syllabe peser vers le bas. Juliette n'a pas bronché, elle est juste restée assise, les mains menottées devant elle, les yeux fixés sur un point au-dessus de la tête du juge. Si je ne la connaissais pas mieux, je penserais qu'elle s'ennuyait. L'huissier s'est déplacé pour l'escorter dehors, mais Juliette a tourné la tête au dernier moment. Nos regards se sont croisés, et à cet instant, il n'y avait pas de tribunal, pas de jury, pas d'officier en uniforme. Juste la petite fille à qui j'avais appris à jouer au baseball, regardant la femme qu'elle avait essayé de tuer. Ses lèvres ont à peine bougé. Ce n'est pas le dernier chapitre. Puis elle est partie. Je pensais que le soulagement viendrait, mais il n'est pas venu. Ce qui est venu, c'est une douleur vide. La justice avait été rendue sur le papier. Mais rien sur le papier ne pouvait recoller les morceaux de ce qui avait été brisé entre nous. Luc a posé une main sur mon épaule alors que nous sortions. « Tu as fait ce que tu devais faire, Martine. Ne laisse personne te dire le contraire. » J'ai hoché la tête,
mais je n'ai pas répondu, car il y avait une partie de moi qui se demandait encore si j'avais perdu plus que je n'avais gagné. Des semaines plus tard, je me suis assise sur la terrasse avec une tasse de café. Les arbres avaient perdu leurs feuilles et la première touche de l'hiver était dans l'air. La chaise ne grinçait plus, je l'avais finalement réparée. J'ai pensé à la bouteille, au poison, au procès et au long chemin qui m'avait amené ici. Les gens pensent que la vengeance se termine quand le maillet tombe, quand le coupable est emmené. Mais la vérité, c'est que la vengeance n'est que la surface. En dessous, il y a les années qu'on ne peut pas récupérer, les conversations qu'on n'aura jamais, les repas de famille qui deviendront des chaises vides et des assiettes froides. La justice m'a donné la sécurité, elle ne m'a pas donné la paix. Mais alors que le vent changeait et apportait l'odeur de la fumée de bois de quelque part sur la route, j'ai réalisé quelque chose. La paix n'est pas accordée, elle se construit. Un après-midi tranquille à la fois, une décision de ne pas regarder en arrière vers une porte fermée. J'ai levé ma tasse vers la cour vide. Au fin, ai-je dit à voix haute, et à ce qui vient après. If you must it butter. Maintenant, si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, car dans celle-ci, l'histoire a une trahison et un rebondissement, comme vous n'en avez jamais vu auparavant.